Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Course épique. J'ai le plaisir d'y recevoir non pas un, mais 4 invités avec lesquels j'ai pu échanger à l'occasion de la conférence de presse du Marathon des Sables qui s'est tenue le 16 mars dernier à Paris. Pour vous rappeler les grands principes de la course, le Marathon des Sables est le premier raid désertique au monde et compte 6 étapes de 30 à 85 km environ pour un total de 250 km à réaliser en autosuffisance alimentaire. Le Marathon des Sables se court à allure libre, les concurrents peuvent marcher donc tout au long de l'épreuve et réussir à être finishers dès lors qu'ils finissent sous la barrière horaire. Ainsi, les moins rapides parcourent ces 250 km à 3 km/h de moyenne et la tête de course à plus de 12 km/h. La chaleur, le sable, les blessures en tout genre, le poids du sac à dos, le déficit nutritionnel, la gestion du sommeil et les nuits froides font de ce Marathon des Sables un défi particulièrement exigeant. Cette nouvelle édition, qui s'élancera le 21 avril prochain, je vais vous la faire vivre de l'intérieur, comme celle de 2022. La grande nouveauté étant que cette année, je vais couvrir mais aussi courir ce Marathon des Sables. Le challenge de mener de front ce défi sportif et la production du podcast s'annonce corsé. Pour des raisons de praticité logistique, j'ai donc décidé de vous faire vivre mon Marathon des Sables au quotidien, sans oublier d'aller bien sûr à la rencontre d'autres participants, jour après jour. Dans l'attente de ces réjouissantes et imminentes perspectives, vous allez entendre successivement dans notre épisode du jour Patrick Bauer, fondateur de la course. Patrick va partager avec nous sa vision et ses souvenirs, un témoignage poignant parce que comme il le dit lui-même, il ne sait pas et ne veut pas taire ses émotions. J'ai ensuite échangé avec Nicolas Maréchal, ambassadeur du Marathon des Sables, qui partagera avec nous son retour d'expérience sur la course, les clés d'une bonne préparation et des éléments sur la vie sur le bivouac. Vous entendrez ensuite Laurence Klein, triple vainqueur de l'épreuve, qui se présentera cette année sur la ligne de départ, accompagné de son fils Lilian. Une édition sur laquelle le plaisir de vivre intensément ce moment mère-fils prendra le pas sur l'ambition de performance. J'ai également eu la chance que Laurence m'accompagne sur toute ma phase de préparation physique et mentale ces dernières semaines, avec un coaching savamment orchestré. Enfin, vous entendrez Meryl Robert, personnage emblématique des épisodes de l'année dernière et qui avait signé alors une magnifique 4e place. Il revient cette année à nouveau très affûté au sein d'une équipe Terre d'Aventure extrêmement solide, composée de Mathieu Blanchard, Éric Clavry, Pierre Mellet et enfin Geoffrey Plisson. C'est toujours un immense bonheur pour moi d'échanger avec Meryl, une personnalité aussi performante qu'attachante. Mais je ne vous en dis pas plus. Mes 4 invités vont vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course épique, départ imminent. Bonsoir Patrick. Salut. Aujourd'hui, c'est la conférence de presse. C'est toujours un moment un peu spécial. Moi, j'ai le souvenir de la première l'année dernière où j'ai pu assister. Pour moi, c'est un peu le coup d'envoi de ça y est, on touche du doigt et c'est vraiment le coup d'envoi du Marathon des Sables. Tout à fait, c'est ça. Et il y a 2 jours, c'était à Casablanca pour la presse marocaine. Et aujourd'hui, à Paris, chez Terre d'Aventure, notre partenaire voyage aussi, qui engage une équipe de 35 personnes, et aussi des élites et des familles, et Laurence Klein avec son fils. C'est magnifique, quoi. C'est des gens à qui je travaille depuis longtemps. On partage les mêmes valeurs. Et bon, à Terre d'Aventure, c'est pas un hasard. Donc ça me touche beaucoup. Et c'est vrai que pour nous, ça représente quelque chose d'important. Et c'est la dernière là, avant le départ. Donc d'habitude, c'est 8 jours avant le départ. Et là, je suis tranquille. Comme ça, on va faire tous les petits réglages pour régler la course dans tous les détails avant le départ. On a plus de temps. La fidélité, j'ai l'impression que c'est une notion qui est au cœur de ce qu'est le Marathon des Sables, avec sûr. Les partenaires dont on parle, mais les coureurs qui tellement reviennent année important. après année. Et pourquoi ça dure ? Parce qu'on a du plaisir. Si c'était que du business, on n'en serait pas là, quoi. Non, mais sincèrement, c'est tellement important dans nos vies, les émotions que ça nous procure, les échanges, voilà, c'est magnifique. On est en 1984, là tu as l'impression qu'on est en 2023, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Patrick Bauer ce beau jour de 1984 ? Tu as 28 ans et tu te lances dans le Sahara, que tu décides de parcourir à pied en solitaire pour 350 km. C'était quoi ta quête ou ce projet ou ce rêve à ce moment-là ? Oui, je crois que ça peut être une quête, hein, quelque part. J'avais ce rêve du naufragé volontaire qui part en autonomie totale avec son eau, sa nourriture. Alors, j'avais vécu 2 ans en Afrique de l'Ouest. J'avais un job de délégué culturel pour Borders Pédagogie. Ça fait un peu pompeux, mais j'ai très peu travaillé. Mais enfin, j'ai diffusé des encyclopédies pédagogiques en brousse pour les instituteurs. C'est un peu les dieux sont tombés sur la tête, quoi, dans les écoles. Enfin, c'est un truc de ouf. Ça a été tellement merveilleux et j'ai traversé plusieurs fois le Sahara en voiture. Et au retour de ces 2 années, j'avais qu'une envie, c'est de repartir en Afrique. Et puis vivre le désert autrement qu'en voiture. Et je me suis lancé ce défi de me dire, bon voilà, je prends un sac à dos, ma nourriture, mon sac de couchage, ma flotte, et je veux être autonome. Je ne savais pas combien de temps ça allait durer. Ça a duré 12 jours quand même.
Bon, évidemment, j'avais plus rien dans mon sac, mais mes mollets avaient gonflé. J'étais bien, physiquement, j'étais super. Et donc, l'arrivée, bon, c'est une fusée de détresse au milieu d'un petit village de nulle part. Mais j'avais terminé mon périple. Et au retour, on a eu envie de remercier les quelques sponsors locaux de ma ville, hein. On a fait une petite projection de notre film Super 8 qu'on avait fait avec une toute petite caméra. Fuji P2, je me rappelle. Et on a projeté ça à l'hôtel de ville de Troyes chez moi. Il y avait 200 personnes avec les quelques sponsors. Et vraiment, c'est pas grand-chose. Mais on a voulu apporter un témoignage de ça. Et ça a suscité un tel engouement. Les gens qui disaient, mais c'est trop génial de vivre un truc pareil. Et en fait, on attendait qu'il y ait un truc comme ça, que des gens nous disent, mais c'est trop génial, nous on aimerait bien vivre un truc pareil. Donc c'est là que je me suis dit, mais il faut que tu partages cette expérience au plus grand nombre. Maintenant, crée une épreuve aux caractéristiques les plus proches de ton expédition, l'autosuffisance alimentaire, le désert, la marche à pied, la course. Et puis on a démarré 2 ans après, en 86, avec les 23 pionniers de cette première édition, quoi. Le Marathon des Sables, c'est 10 jours de course, d'avant-course et d'après-course. Mais en réalité, c'est 365 jours de boulot. C'est quoi les grands cycles, sans rentrer dans le détail, mais les grandes phases? En gros, dès qu'un Marathon des Sables se termine, celui d'après est déjà enclenché. Enfin, voilà, comment est-ce que vous structurez tout ça et quelle équipe t'accompagne pour ça? En fait, c'est un travail d'une année sur l'autre. Je dirais pas pour tous les départements, mais quand on rentre en avril, il faut tout de suite réserver les hôtels en juin ou plus tard pour l'année suivante. Ensuite, il faut commencer à regarder les avions, les capacités, qu'est-ce qu'on va avoir besoin. Ça, on attend le mois de septembre. En fait, il y a un timing qui est prêt pour tout, mais puis toutes les actions de communication qu'on met en place, la quête pour trouver des sponsors, ça aussi, c'est pas si simple. Des sponsors, et puis aussi de trouver des sous pour le centre, pour les enfants, pour faire vivre le centre. C'est jamais gagné à l'avance, mais bon, puis tout ce qui concerne la logistique, les loueurs de voitures, les bivouacs, des trucs à refabriquer qui sont plus bons pour rester toujours. C'est un peu comme une maison, on doit l'entretenir régulièrement. Ben là, c'est pareil, le marathon. Puis on se pose des questions toujours comment on peut faire mieux avec Terre d'Ave qui nous fait la prise en charge de tout notre bilan carbone. Sauf que là, on s'est dit, on va rajouter les hélicos, tout le travail de l'année de l'agence, on va tout mettre dedans, quoi. Donc, c'est quand même bien aujourd'hui, parce que le RSE, c'est les entreprises, c'est vachement important. Et le fait de faire son bilan carbone, d'avoir une compensation complètement neutre, je pense que ça apporte beaucoup aussi en termes d'image. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont envie de s'associer à des gens qui sont soucieux de ça. Donc voilà, c'était un petit peu notre ambition. Mais on a beaucoup de choses comme ça. Là, on lance le MDS Mag, par exemple, le magazine. Bon, pendant les 2 ans de Covid, on n'a pas arrêté de communiquer. On a produit des films des 26 minutes, des émissions qu'on balançait chaque mois, Waiting for the MDS. On est allé à l'UTMB, on a fait des licences, on a fait notre sac à dos, 18 mois de développement. On n'est jamais resté inactif, quoi. Et donc le MDS Mag, c'est super pour aussi fédérer notre communauté. Voilà. Donc en fait, ça n'arrête jamais. Puis comme moi, j'ai toujours des idées un petit peu, des fois, qui sortent un petit peu de ce qui est la normalité. Mais je pense que ça fait partie du petit grain de folie du Marathon des Sables. Il faut garder ça comme le petit quatuor de l'Opéra de Paris à l'arrivée. Je dis c'est pas obligatoire, non, c'est pas obligatoire. Ou faire venir un professeur de Tai Chi Chuan au milieu du désert, au lever de soleil. Bon voilà, mais moi j'aime bien ces choses-là. Ça sort du cadre de la course vraiment, mais en même temps, c'est les petits détails qui font la différence aussi avec d'autres épreuves, peut-être. Je sais pas. Sur le parcours de cette année, là, ne me fait pas peur, tu n'as pas eu trop de grains de folie sur ce qui nous attend cette année, puisque le parcours n'est dévoilé que à l'arrivée quand on est dans le bus. Exactement, quand les gens montent dans le bus, ils regardent la longueur des étapes, et bon, je ne peux rien dire hein, là-dessus. Bien sûr. Malheureusement, je vais pas essayer bien, de te soudoyer. Possible, quoi. Patrick, c'est quoi une journée type pour toi sur place sur une étape? Je pense que ça n'existe pas. J'étais surpris, je pense, un matin l'année dernière, ou peut-être le soir, à faire, je crois, une séance de méditation. Je ne sais pas si c'est possible, mais c'est possible parce que ça m'arrive, bien sûr. Je pense que c'est tellement important. Et puis c'est pour ça que, par exemple, là, la production m'a dit, Patrick, on va faire un film. Est-ce que tu veux bien être le fil rouge? J'ai dit, ouais, bon, je veux bien être le fil rouge, mais je veux pas qu'il y ait un caméraman qui me colle dans ma bagnole toute la journée parce que j'ai besoin de mes moments à moi, de solitude. Je veux m'arrêter. Je fais le CP1, je vois tous les coureurs, tous ceux que je peux jusqu'à la fin. Je remonte la course, je m'arrête avec des participants. Des fois, je m'arrête sur une petite montagne et puis j'ai besoin de prendre de la hauteur, de regarder la course, de respirer, de moi aussi prendre cette énergie que me donne le désert. Donc ça, c'est vachement important. Donc évidemment, les journées types pour moi, c'est le briefing du matin déjà pour tous les coureurs. Ensuite, une fois que j'ai donné le départ,
J'attends que l'hélico ait emmené, fait tourner les premières images et il me dépose au CP1 où j'ai fait déposer ma voiture parce que comme ça je suis sûr d'arriver avant les premiers au CP, malgré que j'ai donné le départ. Et là je prends tout mon temps pour passer les 2 ou 3 heures avec les coureurs, discuter, échanger, voir s'il n'y a pas de problème. Et je fais la fermeture du CP parce qu'au moins je me dis ça y est, après c'est le CP2. Donc moi, je suis un peu comment dire, le gardien du troupeau, quoi. Je suis un peu le berger des Pyrénées, quoi. Il faut que je sente que voilà, je suis là pour les protéger et m'assurer qu'ils ont tous passé le CP, qu'il n'y en a pas un qui est perdu quelque part. Et je remonte toute la course comme ça, tous les CP, jusqu'à l'arrivée. Ensuite, à l'arrivée, il est quand même tard. Donc on commence à préparer le briefing général pour tous les chefs de poste, préparer l'étape du lendemain avec le débriefing du jour quand même pour voir comment ça s'est passé. Et puis l'intendance, et puis essayer de se coucher pas trop tard parce que le lendemain, malgré que je fasse un peu ma tournée, la production, voir les images qui ont été tournées, les images qui ont été montées, donc je me couche pas toujours de bonne heure, évidemment, parce que c'est normal. Je suis là pour m'intéresser à tous les postes sur la course qui sont en place, quoi. Donc je vais pas les laisser tout seuls. Je m'intéresse à ce qu'ils font, c'est normal, quoi. Puis moi, je suis un ancien de l'image, j'ai été photographe, donc j'aime tout ça, quoi. Donc, et puis la journée, elle passe vite et le lendemain, on recommence, quoi. Patrick, c'est quoi ta plus grande source d'appréhension à chaque nouvelle édition? Est-ce que c'est un sujet différent? Est-ce que c'est une constante? C'est la sécurité des coureurs et de ton équipe? Et un problème physique majeur, quoi. C'est ça. Alors, les ampoules, les déshydratations, les coups de chaleur, ça va, mais quelqu'un ça m'est arrivé d'avoir un participant qui fasse un CP et qui d'un seul coup il me fait signe, j'envoie une fusée de détresse. À l'époque, c'était pas encore les balises satellites. Et je me pose, c'était un ami, Albert Vallée en plus, c'était son 10e marathon des sables. Et il me dit ça va pas bien, je l'ai allongé, je l'ai mis sur le côté. Et excuse, hein, mais ça fait remonter tellement de souvenirs, tu vois, vraiment, c'est lourd, quoi. Puis j'étais avec mon directeur médical qui est venu me rejoindre tout de suite après. Je suis allé envoyer l'hélico le chercher, il était dans un WED à 2 km, mais il ne pouvait pas passer avec le WED. Et, en 2 minutes, 3 minutes, j'avais 3-4 médecins. Et puis ils l'ont réanimé parce qu'il est décédé dans mes bras. Ça fait drôle, je te jure. Quand j'y repense, excuse-moi, mais moi je peux pas cacher mes émotions, donc bon voilà, c'est pas grave, j'assume. Il faut pas. On peut pas être plus fort que ce qu'on est, donc voilà, tout ça, ça me touche beaucoup et au bout de 25 minutes, on a réussi à le réanimer, quoi. Entre les massages, la piqûre d'adrénaline, le bouche à bouche, le défibrillateur, j'ai la chance d'avoir une organisation médicale avec Fred Compagnon qui est vraiment au top, quoi. Donc, et on l'a réanimé et on l'a mis dans le coma, on l'a rapatrié en avion. Et de par la réactivité, il n'y a eu aucune séquelle, ni pulmonaire, ni cérébrale, etc. Et je me souviens, c'est à l'UTMB, j'ai vu sa femme qui est venue me serrer dans les bras en pleurant, en me disant waouh. Bon, tu vois, des choses comme ça, donc ça peut me rendre qui est un peu parano, quoi. Et c'est normal que les concurrents ont tous, en moyenne, on va dire 42, 43 ans, en général, ils ont des familles, donc des enfants. Donc c'est plus qu'un devoir pour moi d'avoir une putain de réactivité. Ce que j'expliquais tout à l'heure avec les médecins et l'assurance mutuelle, quand il y a un problème, on ne va pas nous poser de questions, nous dire pourquoi vous nous demandez de faire venir un jet, quoi. Non, ça ne discute pas, quoi. C'est parce que le directeur médical, il y a une confiance totale avec l'assureur. Et on sauve des vies grâce à ça. Il n'y a pas grand-chose parfois, hein. Fred m'a dit des fois à 2 minutes, il était trop tard, quoi. Et j'ai jamais compris pourquoi il faut des fois réanimer pendant 25 minutes ou pendant 15 ou pendant 30. C'est la couleur de la peau, c'est l'expérience des médecins, c'est leur ressenti, quoi. Donc là-dessus, je peux que rien dire, faire confiance et espérer que j'ai le moins de problèmes comme ça. Parce que mathématiquement, effectivement, ça peut arriver, plus il y a de monde, plus il y a de risques. Mais justement, plus on doit avoir de réactivité, il y en a des protocoles qu'on mis en place avec les hélicos. Dès qu'il y a un problème, une balise qui sonne, même si je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté, j'envoie l'hélico avec le médecin pour être sûr d'arriver. Si j'ai pas un commissaire avec un médecin qui est tout prêt, on perd pas de temps. C'est pas grave si on a volé et perdu du carburant, des heures de vol pour rien. Ça fait partie de perte et profit. Mais l'idée, c'est de faire toujours de son mieux. Et faire de son mieux, c'est pas penser à l'argent, à combien ça va coûter de faire décoller la machine. On s'en fout. L'essentiel, c'est d'aller tout de suite sur l'objectif, quoi.
Et c'est vrai que moi je l'ai ressenti l'année dernière en observateur, donc mais je pense que le médical est un non-sujet, j'ai l'impression, pour les coureurs, tellement ils se sentent en Ouais, sécurité, encadrés, en confiance, et ça je bien pense que sûr. ça permet de profiter d'autant plus. C'est Laurence Klein qui me disait on se sent plus en sécurité au marathon de Sable que sur le marathon de Paris parce que les mecs sont là, nous encadrent. Et puis on voit les médecins dans les voitures des commissaires de course. Entre les CP, on voit les médecins en CP sous la tente médicale qui attend. On voit les médecins à l'arrivée à la clinique, quoi. Donc c'est en permanence, voilà, on est là pour protéger les gens, les aider à terminer, aller au bout de leurs rêves et qui terminent dans des bonnes conditions physiques, quoi. C'est un des moments très forts du Marathon des Sables. C'est le moment où tu accueilles les. Ils sont finishers, ils n'ont pas encore fait l'étape de solidarité, mais en tout cas, c'est le moment où tu leur remets la médaille Ouais, un c'est par un. sûr. Donc, tu Ah, passes c'est mon un bon marathon à moi moment. cette journée-là parce que je commence je crois, à 10h30 du matin jusqu'à 19h et je remets toutes les médailles à tout le monde. Alors, je suis pas tout seul, hein. Il y a des filles, des commissaires bivouac qui m'accompagnent, etc. Mais il y a beaucoup qui veulent que ce soit moi. Bon, alors voilà, c'est comme ça, c'est la règle du jeu. J'accepte. Et une année, j'avais remis 600 médailles, je suis parti pendant 1 heure. Et je sais que j'ai un concurrent, on m'a dit que t'es arrivé, il a acheté sa médaille parce que je ne l'avais pas remis. Mais en même temps, j'avais un problème majeur à régler, très important, et personne pouvait. C'est pas que je suis indispensable, mais voilà, la relation quand tu as avec les autorités ou qu'il y a un truc, bah, c'est toi qu'on veut voir. Et quand tu prends une décision, ou que tu dis voilà, bah, si c'est comme ça, moi je vais faire ça, il n'y a personne qui va le dire à ma place, quoi. Donc j'en prends la responsabilité. Et voilà. C'est quoi la plus belle chose qu'on puisse te dire à ce moment-là quand les coureurs te tombent dans les bras, te pleurent dans les bras ou te sourient dans les bras Ouais, qu'est-ce qui, c'est un toi, truc de, non, mais t'émeut? c'est un truc de dingue, hein, parce que même eux, avant le départ, ils pensaient pas que je les ai fait souffrir quand même, quoi, hein. Donc, des fois, ils me disent, putain, espèce d'enfoiré, ton étape, c'était hyper dur, j'en ai vraiment chié aujourd'hui. Et à la fin, ils me prennent dans les bras, ils me disent, je t'aime, quoi. Donc, C'est ça puissant. aussi, c'est chargé d'émotions, c'est des putains de vibrations que je retrouve nulle part ailleurs. C'est clair. Est-ce que tu te livrerais un petit jeu de pronostic pour cette année? C'est très ouvert, très relevé comme chaque année. Est-ce que tu as des Ah, idées, oui, oui, une j'ai petite des idées. surprise en tête peut-être chez les Bah, hommes, chez les femmes? Comment tu vois chez les les femmes, choses? bon, il y a Nakache Marilyn, qui est championne de France de trail, qui est vraiment une bonne coureuse, mais j'ai aussi Ragna Dobas, qui a déjà gagné le MDS. Quand même, je pense qu'elle est high level, elle est au-dessus du niveau. Donc, si je devais pronostiquer, je dirais Ragna chez les femmes. Et la passe de 10 pour Rachid? Et ben lui, j'étais à Casa il y a 2 jours, il était là à la conférence et je lui ai fait prendre la parole. C'est sûr qu'il veut égaler le record de la scène en salle qui était là aussi, qui a 10 victoires. Donc je pense qu'il va tout faire pour avoir ces 10 victoires. Et puis son frère Mohamed va rester deuxième, il va pas le doubler, même si je pense qu'aujourd'hui, il a la capacité de le faire. Mais c'est un petit peu le respect du grand frère, quoi. Après, peut-être ce sera lui qui prendra le relais. Mais en même temps, derrière tout ça, il peut y avoir des blessures. Donc, c'est arrivé à Rachid qui s'est explosé un tendon, même pas 1 kilomètre de l'arrivée de la grande étape, une année. Et puis, il y a aussi les 2 frères Yachou, Aziz Yachou qui a fait troisième l'année dernière au podium. Il en vient avec son petit frère cette année et la scène Hansal. Donc je pense qu'ils viennent pas pour rigoler. En tout cas, Aziz, il aimerait bien peut-être prendre la place de Mohamed si c'est pas celle de Rachid. Et puis bon, Mathieu Blanchard, il a fait que cinquième, puis deuxième sur OTMB. Enfin, je le vois, je le suis sur Insta, il s'entraîne comme un dingue. Il vient pas pour voilà, faire de la figuration. Donc je pense que j'ai vu que les Marocains avaient la pression quand j'ai parlé de Meryl Robert, Mathieu Blanchard, Eric Lavry, etc. C'est des gens, ils se disent waouh, ça va mettre la pression. Donc est-ce que ça va changer leur stratégie de course ou pas? Je ne sais pas. Mais voilà, tout est possible, je dirais, aujourd'hui. Je vais prendre le départ pour la première fois cette année. L'année dernière, j'y étais avec ma casquette média. Là, j'aurais une double casquette. Si tu avais un conseil à me donner pour profiter pleinement de l'aventure. Alors déjà, je te dirais que ton sommeil, ton alimentation, ton hydratation, tout ça c'est tellement important pour que tu vives bien la course et que tu ne laisses pas ça de côté parce que c'est fondamental, quoi. C'est la clé pour terminer ta course. Après, il y a le mental.
il faut que tu aies du plaisir. Donc si tu as un bon mental parce que tu fais attention à toi et puis que le but c'est pas d'arriver, tu vas pas battre Achille El Morabiti. Donc le but c'est de te dire putain j'ai fait cette édition, j'ai pris un plaisir de dingue, je me suis arrêté, j'ai pris même mon appareil photo à un moment donné parce que le site était tellement beau, puis je me suis arrêté en haut d'une dune, j'ai respiré, voilà, je me sens vivant quoi. Tu vois, ça fait penser au Petit Prince un peu tout ça quoi. Il faut garder ça dans son cœur parce que c'est une course qui n'est pas ordinaire et tu te rendras compte toi-même que je parlais tout à l'heure de voyage intérieur, d'introspection, c'est un truc de ouf et tu le sais pas à l'avance, tu vois, il y a des réponses à des questions que tu vas découvrir, que tu t'imaginais pas te poser avant le départ. C'est pour ça qu'il y a un avant et il y a un après. Et toujours penser au plaisir que la course, même si tu marches sous le soleil, tu as des ampoules, etc., gère, chaque jour mérite sa peine. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, Patrick, pour ce 37e Marathon des Sables? Ah bah une édition exceptionnelle parce que le parcours est magnifique et que tout le monde, bon il y aura des abandons, c'est normal, il y en a mais bon assez peu en général, sauf la 35e édition qui était catastrophique. 48%, alors que la norme c'est plutôt autour de 10%, entre 5 et 10. Et là on est toujours même pas, on est dans les 5%, 4-5% en général. Parce que les gens viennent de beaucoup mieux préparés maintenant, ils savent ce qui les attend, ils ont des copains qui l'ont fait, ils ont vu des images, voilà. Et que tous les concurrents arrivent en bonne santé, quoi. C'est surtout ça, qu'il n'y ait pas un problème médical majeur qui endeuille la caravane comme c'est déjà arrivé voilà, au 35e notamment. Donc c'est comme très très dur ça, tu sais. Donc voilà, j'espère que ça ne va pas arriver de nouveau. Ça m'est arrivé 3 fois, c'est toujours de trop. C'est pour ça que ça m'a rendu parano, moi, sur la sécurité, de toujours être là, présent auprès des coureurs. Et puis les médecins, c'est même pas seulement savoir seulement soigner, mais aussi savoir parler. La petite tape sur l'épaule, donner des encouragements, ça va aller, t'inquiète pas. Et puis pense à ceux qui pensent à toi, qui te regardent, qui vont suivre les mails. Voilà, donner le moral à tout le monde. Moi, c'est mon rôle un peu. Hein. Je suis un peu le gardien du troupeau. Et tu le fais bien. Les gens me font confiance, donc voilà, je veux pas les décevoir. Et moi aussi, je veux prendre beaucoup de plaisir dans ce que je fais. Alors, franchement, c'est catégorique. Merci beaucoup, Patrick. Je vais venir avec beaucoup de plaisir à ce Marathon des Sables. Je voulais quand même te dire que ce que toi tu incarnes et ce que tu emportes fait qu'on a envie de te suivre au bout du monde, et donc que les briefings que j'ai vécus, même en étant spectateur, je comprends que ça donne envie à chacun de se dépasser avec le Highway to Hell en trime de fond. Ouais. Mais ce Marathon des Sables, c'est toi. Et voilà, ça donne aussi beaucoup d'élan et beaucoup de souffle. Et je pense que chacun franchit aussi la ligne pour toi parce que t'es jamais bien loin. Donc merci pour tout ça, merci c'est très sincère. Cœur, très sincèrement. Merci beaucoup. Bonsoir Nicolas. Salut, comment tu vas? Ça va bien, on est en direct de la conférence de presse de ce 37e Marathon des Sables. C'est ça, on est chez Terre d'Ave et ça fait que ça approche et ça fait monter un peu la pression, non? Moi je trouve que c'est un peu le moment où ça devient très concret. En gros, on est en train de se dire que ça y est, c'est à portée de main, quoi, à portée de basket. Ah t'as les images, t'as Patrick Bauer qui est là, t'as une partie du staff, t'as un bout des docs et ça y est, quoi, on a un petit bout de Maroc qui arrive chez nous avant que nous on y aille. Ouais. Exactement, là on est le 17 mars pour donner un peu de contexte parce que l'épisode sera diffusé plus tard, donc on est un tout petit peu plus d'un mois du départ du Marathon des Sables. Nicolas, toi, le Marathon des Sables, on avait eu l'occasion de se rencontrer l'année dernière là-bas. J'ai eu ce plaisir-là. Toi, ta première rencontre avec le Marathon des Sables, ça a été en 2018. Est-ce que tu peux nous raconter comment le Marathon des Sables a fait son entrée fracassante dans ta vie ? Elle a fait son apparition grâce ou à cause, en fait, un peu des deux, de Michel Bach, qui est une des légendes du Marathon des Sables, qui a 25 participations et qui est un ami. Et il m'a toujours donné envie d'y aller. Je pensais que c'était pas faisable, mais si. Et puis quand j'ai commencé vraiment à courir de plus en plus longue distance, ça s'est vite imposé comme la course que je rêvais de faire, en me disant s'il y en a vraiment une que je dois faire dans ma vie, c'est celle-là. Vraiment, j'en rêve. Et un soir, je me suis décidé, je tournais autour du pot depuis un moment, et puis j'ai cliqué sur l'inscription, ça devait être en octobre, novembre, 1 an et demi avant le départ. T'as pris tout le monde de court ? Ouais, je me souviens que Émilie, mon épouse, était dans la cuisine, et je lui dis ça y est. Elle me dit mais ça y est quoi ? Je lui dis ça y est, je suis inscrit au Marathon des Sables.
Et elle m'a dit, bah, c'est parti, et on y va, quoi. Elle a eu les mots qu'il fallait, enfin que tu avais envie d'entendre en tout cas. Ouais, ouais, elle était. Même elle me disait, mais si tu veux la faire, fais-la, vas-y, lance-toi. Et moi, j'osais pas parce que je pensais pas avoir le niveau, parce que ça m'attirait autant que ça me faisait peur. Et puis à un moment, je me suis dit, non, si demain il m'arrive quelque chose et que dans ma vie, j'ai pas fait le marathon des sables, je vais m'en vouloir toute ma vie. Donc, on y va. Et c'est parti. Ça a été une expérience qui a été très marquante, évidemment, comme peut l'être le marathon des sables. C'est quoi pour toi le plus fort, l'avant-après en fait? Comment t'es revenu de ce premier marathon des sables? Qu'il était comment ce Nicolas Maréchal d'après? Différent de celui qui était parti, c'est une course qui a changé ma vie. Ma façon de voir mon sport, la façon de voir ma vie. Enfin, c'est une course qui m'a bouleversé dans le bon sens, qui m'a changé, qui m'a appris beaucoup sur moi-même, beaucoup d'introspection, qui m'a fait découvrir le désert, dont je suis tombé amoureux. Et aujourd'hui, c'est un endroit dans lequel je me sens vraiment bien. C'est des rencontres. Patrick parle souvent de Frères des Sables, mais c'est vraiment le mot. Il y a une famille MDS. Et aujourd'hui, quand je retourne sur le marathon des Sables, parce que j'ai la chance d'avoir fait plusieurs participations, c'est surtout retrouver ça, le bivouac, les copains, les gens que je vais rencontrer. Et on sent tout plein de bienveillance dans un endroit qui est pourtant hyper hostile. Et ce mélange est absolument incroyable et indescriptible. L'année dernière, quand on s'était rencontrés, donc tu courais le marathon des sables dans une configuration un peu particulière puisque tu courais avec ta femme Émilie. Donc l'idée c'était de vivre le projet ensemble et à un rythme partagé. Malheureusement, Émilie a dû jeter l'éponge après une étape de mémoire un peu éprouvante et une tempête de sable qui a eu beaucoup d'impact en tout cas en termes d'abandon. Ouais. Je crois qu'il y a une cinquantaine de personnes qui ont abandonné suite à cette étape. Donc ça a un peu mis fin à votre projet, je crois, un peu dans les larmes de l'un et de l'autre. Tout à fait. C'est quoi la configuration et puis ce qui te mène à nouveau sur les traces du Marathon des Sables cette année? L'opportunité déjà, puisque je représente la course avec Meryl. Tu es ambassadeur, c'est Je suis ça? ambassadeur de la course avec le grand et fantasque Meryl Robert. Et donc j'ai cette chance-là et j'en suis très fier. Et ça me permet d'aider aussi beaucoup de nouveaux participants là-dessus. Et puis moi j'y retourne avec une ancienne participante avec qui j'étais l'année dernière, qui est Julie, avec un copain qui est Youssine Agdar, qui a 17 participations. Donc l'assurance avec nous, et puis Fabrice, un copain avec qui donc on a monté une petite équipe de 4 qui va représenter Solidarité Marathon des Sables. C'est la première fois qu'il y a une équipe qui porte les couleurs de Solidarité Marathon des Sables. Donc ça, j'en suis vraiment mais hyper fier de partager ça avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, d'aider, d'entraide, de courir avec le cœur plus qu'avec la hargne ou autre. Donc chacun sa course, même si on va essayer de faire figurer l'équipe le mieux possible dans le classement, et puis chacun fera sa course individuellement, mais on y va, on est tous prêts, on a quand même le couteau entre les dents, mais avec l'idée vraiment de mettre en avant Solidarité Marathon des Sables et Est-ce que tu peux nos peut-être valeurs. expliquer aux auditeurs qui ne connaissent pas forcément ce projet-là, le principe de Solidarité Marathon des Sables? Donc c'est une association qu'a créée Patrick Bauer, l'organisateur du Marathon des Sables, qui œuvre à Ouarzazate. C'est un centre sportif et scolaire pour les enfants et les femmes, puisqu'il dispense des cours aussi pour les femmes de Ouarzazate. Et donc, il y a un centre sportif, une piste d'athlétisme, un stade, des ordinateurs. Voilà. Donc, nous, on a réussi. L'année dernière, on avait levé des fonds pour l'association. Cette année, on a levé du matériel. On a mobilisé les enfants. Julie, qui est professeure des écoles, correspond avec le centre chaque semaine sur un échange franco-marocain. Moi, j'ai impliqué mes filles à l'école qui sont allées récolter aussi du matériel. On a essayé de motiver tout le monde. Et puis voilà, on a été livré 100 kilos de matériel scolaire la semaine dernière au siège du MDS, qui partent à Ouarzazate pour les 250-300 enfants qui sont sur place. La solidarité, c'est une notion très présente sur le Marathon des Sables, entre les coureurs et puis au-delà avec ce type d'initiative. Il y a beaucoup d'actions qui sont Bien sûr, ouais. représentées, en tout cas dans le cadre du Marathon des Sables, et des participants qui s'engagent aussi pour plein de causes très nobles. C'est une course qui permet cela parce que c'est une course particulière, c'est une course visuelle, c'est une course difficile, c'est une course en tout cas qui aide à pouvoir lever des fonds, parce que quand on commence à parler de ce que représente le Marathon des Sables, les gens sont vite
très impressionnés et je pense qu'ils ont raison. Et ils l'ont pas encore vécu de l'intérieur et donc ça aide et je pense que c'est un plus aussi quand on est planté un peu dans le désert de se dire que on fait ça pour d'autres et ça nous redonne un peu d'énergie pour aller au bout. Ouais. Tu as sur la tête une casquette Team Solidarité Marathon des Sables. Là, je vais te demander de mettre ta casquette plus Team ambassadeur et puis m'appuyer un peu sur ton retour d'expérience. Tu disais que tu prodiguais beaucoup de conseils à tous les néophytes et puis même, je pense que les gens qui sont déjà venus ont toujours plein de questions. Ouais. Il y a un gros sujet qui est le sac. Ouais. Comment est-ce qu'on réussit son sac pour le Marathon des Sables ? Ah, c'est le sujet, quoi. Le sac, c'est vraiment... on est en autonomie complète sur le Marathon des Sables. Donc, on porte tout son matériel. Sauf l'eau, où on est approvisionné et rationné par la course. Donc, c'est pas de l'illimité. Par contre, tout le reste est dans le sac. Sac de couchage, vêtements de rechange, s'il y en a, nourriture, etc. Donc, il faut prévoir 6 à 7 jours d'autonomie alimentaire. Donc, il ne faut pas se tromper. Avec un minimum de calories à justifier par jour sous peine de pénalité. Exactement, qui n'est pas énorme, qui est de 2000 kilocalories jour, sachant qu'on va en dépenser peut-être entre 4 et 5000. Tout étant lyophilisé, donc c'est que de la nourriture en poudre qu'il va falloir reconditionner et ranger soigneusement dans son sac. Et voilà, et de là, en fait, on va avoir un sac qui ne peut pas descendre sous les 6,5 kg. Et de mémoire qui ne peut pas excéder les 15, je crois. Mais on souhaite à personne déjà de dépasser les 10. J'ai connu des coureurs avec 12 et ils ont beaucoup souffert déjà. Mais voilà, sur un premier MDS, quand on arrive autour des 8 kilos, on a un sac qui est quand même correct. C'est plein d'arbitrage en fait. Moi je suis dedans pendant la préparation. Ouais. C'est qu'à un moment il faut choisir est-ce que je préfère bien dormir ou manger un peu mieux. Est-ce que je préfère prendre le risque d'avoir froid plutôt que d'emmener quelque chose, un chargeur autonome pour mon téléphone ou pour ma montre. Enfin, c'est plein d'arbitrage tout le temps, quoi. C'est un savant mélange, un savant équilibre entre confort et performance. Souvent la question que je demande aux coureurs de se poser, c'est est-ce que c'est vraiment indispensable ? Si je prends ça, est-ce que vraiment c'est indispensable ou c'est ah non mais ça me fera du bien quand même. Bah, si la question à est-ce que c'est vraiment indispensable, la réponse est non, il faut que ça reste en dehors du sac. Sur le Marathon des Sables, on passe beaucoup de temps en extérieur à courir ou à marcher. Il y a aussi le bivouac qui est par définition un endroit où on passe énormément de temps. Comment ça vit un bivouac ? C'est quoi les heures types qu'on peut passer sur un bivouac ? Qu'est-ce qui peut se passer ? C'est beaucoup de repos, c'est beaucoup d'échanges, Alors tout dépend à quel moment tu arrives sur le bivouac. Oui, c'est vrai. Le bivouac, il faut imaginer que c'est une ville qui est montée et démontée chaque jour en plein milieu de nulle part. C'est assez incroyable. C'est un microcosme avec lequel on va vivre pendant une dizaine de jours, en gros. Hein. L'ambiance, elle est toujours bonne sur le bivouac parce que les concurrents sont heureux d'être là, que les commissaires bivouac de l'organisation participent à mettre cette ambiance-là. Et c'est pour moi le cœur de la course, c'est le bivouac. C'est-à-dire que quand on rentre du Marathon des Sables ou quand on repense au Marathon des Sables, on a des flashs de paysages, de moments d'effort, etc. Mais ce qui revient toujours en premier, c'est les moments de bivouac. Les fous rires, les larmes, réussir à allumer le feu ou pas, aller aux toilettes, les tempêtes de sable en pleine nuit, les bestioles qui traînent à droite ou à gauche. Et puis surveiller si les copains des tentes à côté arrivent, sont encore là. Et à chaque fois qu'on en voit un arriver, ça rassure en disant ah, ça y est, lui aussi, il est là. Et en fait, on se rend compte qu'on tient à tout le monde, même aux gens qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît que de vue. Il s'instaure vraiment une solidarité complète entre chaque. C'est incroyable. C'est quoi, selon toi, le plus grand point d'attention sur le Marathon des Sables pour que ça reste un plaisir autant que possible ? C'est quoi la chose à laquelle il faut être particulièrement vigilant pour que ça se passe aussi bien que possible, même si on maîtrise évidemment pas tous les paramètres ? Son état physique. Le premier abandon, c'est les ampoules aux pieds, bien évidemment. Le deuxième, c'est l'hydratation. Bizarrement, on transpire beaucoup, mais on ne le voit pas dans le Sahara. La sueur s'évapore à une vitesse folle. Donc on n'a pas l'impression de se dessécher. On dégouline pas de sueur comme on pourrait l'imaginer ici quand il fait 40 degrés à Paris. Rien à voir. Donc ça peut être trompeur sur l'analyse de son état ? Parce qu'il y a toujours du vent en plus. Donc on a toujours cette sensation un peu, il fait très chaud, hein, mais on ne le ressent pas sur soi. Donc ça, il faut être vraiment attentif. Et on est sur une course à étapes. Et ça reste des courses où les gens ne sont pas forcément habitués. Donc il faut répéter les efforts tous les jours, en dormant pas très bien, en mangeant pas assez.
dans des conditions climatiques difficiles. Et donc, on accumule beaucoup de fatigue. Donc, il faut être toujours attentif à comment on sollicite son corps à l'instant T et lever le pied ou accélérer si on peut. Mais il faut vraiment être en permanence en train de doser et de se jauger pour savoir où on en est. Ouais. J'avais participé moi l'année dernière de façon très partielle puisque j'avais fait la première étape et l'étape de solidarité à la fin du Marathon des Sables, mais j'étais là en observateur beaucoup plus, même si on est difficilement observateur, c'est tellement poignant de vivre ce Marathon des Sables de l'intérieur, on s'attache tellement aux coureurs et à ce qu'ils vivent. Est-ce que tu aurais un conseil pour moi, parce que cette année je vais le courir et le relayer pour Course Épique, est-ce qu'il y a une chose pour une première sur laquelle un bon conseil que tu as envie de me partager? À un mois, normalement, la prépa elle est quasiment terminée, physique, on va dire. Je suis discipliné, j'essaye. Ouais, je sais, ça je sais. Et là, ça va être la partie arbitrage matériel. Plus ça va avancer, plus tu vas douter. Plus tu vas faire des faits, refaire ton sac. Voilà, bon, faut que... Faire des FaceTime pour te remonter la tête de mon sac, pour dire qu'est-ce que j'enlève, comment je vire 1,5 kg de tout ce que j'ai devant moi. Exactement, mais en fait, voilà, s'il faut... Aujourd'hui, quand tu arrives à ce moment-là, tout est carré, tout est déjà fait. Et en fait, c'est que les doutes qui vont te faire douter. Elle est con cette phrase, mais c'est exactement ça en fait. C'est que tu vas pas arrêter de te remettre en question. Ah oui, mais j'ai pris ça, est-ce que finalement... Non. Normalement, là, tu sais à 90% ce qu'il va falloir. Il faut juste que tu l'organises et que tu le couches dans ton sac ou sur papier, etc. Et à un moment, il va falloir... à 15 jours, il faudra que tout soit calé. À 15 jours du MDS, ton sac, il doit avoir été rempli une première fois. Il doit être en condition de course. Il faut que tu aies réussi à le fermer. La première fois, c'est pas toujours... sur ton premier MDS, normalement, quand tu tentes la première fermeture de sac, ça marche pas. Donc, tu vas refaire un arbitrage en disant, bon, finalement, ce 8e slip, je vais pas le prendre. Et parce qu'il y a des choses, en fait, il n'y a pas que le poids. C'est qu'à un moment, il y a des choses, ça rentre pas, quoi, tout simplement. Et là, il restera plus qu'à laisser couler, à finir de se préparer tranquillement, préparer ses pieds, les pieds, et bien s'hydrater, bien manger, bien se reposer, parce que là-bas, ça va être la guerre, quoi. Dernière question pour toi, Nico. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette édition ? D'être finisher, parce que finir le Marathon des Sables, c'est toujours des larmes quand tu franchis la ligne. C'est une des seules courses. Ça marche à chaque fois pour toi ? Ouais. À tous les coups, ça gagne ? Je pense qu'il y aura des larmes sur le premier départ, parce que tu repenses à toutes tes tantes précédentes, à tous les copains qui sont là, qui sont revenus, ceux qui sont pas là. Là, je reçois plein de messages de ceux qui reviennent pas et qui sont tristes de pas revenir. Donc, il va y avoir beaucoup de pensées pour eux, pour la famille, parce que tu es coupé pendant 10 jours de ta famille. Donc ça, c'est dur aussi, pour eux comme pour nous. Et puis, il y aura des larmes à l'arrivée quand Patrick il te prend dans les bras et qui te met la médaille parce que tu as vaincu le désert. Et vaincre le désert, c'est quelque chose quand même. Je te souhaite tout ça, Nico. Je suis sûr Merci. que tout se passera très bien. On se donne rendez-vous dans 34 dodo à peu près, 34-35 dodo. Moi, je vais y pour aller le grand départ. Ouais, faut prendre de l'avance là. Je te remercie. Puis je te souhaite de vivre cette aventure intensément, parce qu'elle mérite de se vivre comme cela. Et j'ai hâte d'avoir ton retour. Moi aussi. Juste après la course et que tu nous racontes toutes ces petites étoiles que tu auras cueillies dans les dunes du Sahara. Je vais mettre du temps à descendre déjà, en ne l'ayant pas fait l'année dernière, en n'ayant pas couru pleinement. Il m'a fallu déjà 2 semaines pour comprendre où j'habitais, donc là, j'imagine à peu près ce qui risque de se passer. Je comprends. Merci pour ton temps, Nico. À bientôt. Merci à toi, Guillaume. Bonsoir, Laurence. Bonsoir. On se retrouve après un an après s'être rencontrés au Marathon des Sables l'année dernière. Ce Marathon des Sables, ce 37e là, qui va partir dans un peu plus d'un mois, il est un peu particulier pour toi cette année. Est-ce que tu peux nous raconter dans quelle optique tu viens ? En fait, c'est pas tu viens, mais vous allez venir sur le Marathon des Sables cette année ? Exactement. C'est vrai que dans un premier temps, c'est mon 10e marathon. C'est pas rien, 10 marathons des Sables. Mais surtout, je viens avec mon fils et là... Effectivement, il y a Laurence Klein, l'athlète, qui l'a gagné 3 fois, certes. Mais là, c'est Laurence Klein, la maman, qui va partager une vraie aventure avec son fils. Et je ne veux pas faire le marathon
De mon côté et lui de son côté, je veux vraiment vivre cette aventure qui est une aventure humaine avant tout. Quand on est au Marathon des Sables, c'est ce qu'on vit. Mais là, je vais vivre une aventure humaine, familiale, émotionnelle, intense et voilà, et de partage solennel. Comme s'il fallait en rajouter déjà à toutes les émotions qu'il y a naturellement dans le Marathon des Sables, ça sublime encore plus ce que tu vas vivre. Oui, c'est vrai que le Marathon des Sables m'a fait vivre vraiment des passages avec des émotions de joie, de tristesse, de presque d'angoisse des fois, mais surtout à chaque fois je suis toujours revenue plus forte, que je fasse le Marathon des Sables, que ce Marathon des Sables est passé par une victoire ou par une défaite, je reviens toujours plus forte du Marathon des Sables. Et là en fait c'est aussi montrer à mon fils, c'est une sorte de transmission. On aime bien transmettre à ses enfants voilà je veux dire des épreuves de la vie qu'on a pu passer et leur transmettre. Et moi, quelque part, à mes enfants, c'est une sorte un peu d'héritage de leur montrer et de également leur faire comprendre, voilà, pendant des années, je suis partie, je vous ai peut-être laissé un petit peu à la maison pour vivre différentes aventures à travers le sport. Mais là, maintenant, à l'âge de 27 ans, Lilian, lui faire comprendre et qui se rende compte pourquoi en fait maman est partie, eh bien quelque part, moi c'est peut-être un point de rencontre, un autre point de rencontre entre lui, peut-être un départ qui va être à partir sur ce genre d'épreuve. Et puis voilà, et la fatalité des choses veut que moi 54 ans, il en a 27, on est pile à la moitié chacun. Est-ce que c'est une envie que lui a formulée? Est-ce que elle s'est destinée à te suivre au fil des années, à être investie aussi émotionnellement, à vivre un peu par procuration ces aventures-là? Est-ce que c'est lui qui est venu à toi ou est-ce que voilà, c'est conjointement que vous êtes mis d'accord sur ce projet? Alors ça, c'est drôle parce que, en fait, moi, je rêvais d'emmener mon fils au Marathon des Sables, ma fille peut-être un jour également, mais en tout cas, mon fils étant le plus vieux, je rêvais de lui faire vivre ce genre d'aventure. Et Lilian, à une époque, a dû avoir un sujet sur un rêve. Et il me l'a caché. Et ce sujet-là, son sujet d'école, c'était « Je rêve de faire le Marathon des Sables un jour ». Et quel âge il avait à ce moment-là? Je veux dire, il avait quoi? Peut-être 18 ans, quelque chose comme ça. Et je me suis dit... c'est génial, c'est gentil, mais il me dit comme ça tu vas pouvoir me parler et mon sujet, j'aurai plein de choses à raconter. C'est drôle. Et puis j'arrêtais pas de lui dire bon, c'est bien, hein, tu as dit un jour que tu rêvais de faire le Marathon des Sables, alors c'est quand? Et l'année dernière, en fait, Lilian m'a invité, on était au restaurant et il m'a offert une petite boîte. Alors à 27 ans, quand on est maman, on se dit oh là là, il y a une paire de chaussons à l'intérieur. C'est bleu, c'est rose, on a peur. Et non, c'était une paire de guêtres. Et en fait, exactement, il avait refait un bac à sable et il y avait deux petits bonhommes qui couraient dedans. Et voilà, et il me dit, c'est nous l'année prochaine au MDS, et j'ai trouvé ça génial. Submergé par l'émotion, j'imagine. Oui, l'émotion de comprendre que ça y est, c'est bon, c'est pour cette année. Le Marathon des Sables, ça change une vie, c'est une aventure humaine d'une puissance absolue, très riche et protéiforme. C'est quoi, toi, ce que tu en aimes le plus? Est-ce que c'est déjà parce que c'est le seul moment de déconnexion peut-être absolue du réel? Est-ce que tu connais d'autres moments comme ça dans une année où vraiment tu es loin de toutes peut-être les tracas du quotidien et puis surtout projeté dans un ailleurs qui est tellement riche et enrichissant? Alors effectivement, le Marathon des Sables, c'est une vraie déconnexion, hein. On est dans un autre univers, dans un autre monde, avec parfois des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on va apprendre à connaître. Voilà, ce condensé de vie d'une semaine, parce que vraiment un condensé de vie, parce qu'on passe par toutes les épreuves, en tout cas mentales, fait que... Bien sûr, chaque coureur a une certaine résilience et on l'a tous quand on veut avancer et se dire on lâche rien. Mais hormis tout ça, il y a une vraie communion avec les personnes qui nous entourent, avec l'organisation.
avec le silence du désert, avec les grands espaces que l'on va traverser. Et moi, je suis toujours revenue plus forte du Marathon des Sables. Donc, c'est un pèlerinage. Je me dis, quand je le fais pas, je me dis, il me manque quelque chose, il est temps que je retourne là-haut. Laurence, j'associe beaucoup le mot plaisir à toi et à notre rencontre. Ça a été une chance incroyable de te rencontrer l'année dernière au Marathon des Sables. J'ai eu le plaisir aussi d'échanger avec toi dans Course Épique, où tu es revenu sur ce Marathon des Sables 2022 également. En marge de ça, tu m'accompagnes sur la préparation de ce Marathon des Sables. Tu m'accordes ce plaisir-là. C'est quoi les choses qu'il faut réussir sur une phase de prépa? Qu'est-ce qui permet de dire qu'on a réussi sa préparation pour le Marathon des Sables? Mais en fait, j'entraîne plusieurs personnes. C'est vrai, j'ai aussi ce rôle de coach dans ma vie. Et quand j'entraîne les personnes au Marathon des Sables, déjà, il faut que les personnes ressentent l'envie et le désir de traverser le désert. Et ça fait partie de la préparation. C'est pour ça qu'on le prépare un petit peu différemment. Et quand on arrive là-bas, il ne faut pas être surpris de se dire « Waouh, je vais courir à 40 degrés avec un sac à dos qui va peser quand même près de 7-8 kilos. » Et cette préparation au Marathon des Sables, elle passe aussi par là, entre un niveau d'endurance quand même important, une préparation psychologique à se dire « Attention », ça va pas être simple, ça va pas être facile et il va falloir à un moment donné savoir décrocher et de se dire quel plaisir de me retrouver ici, j'ai la chance d'être là. Et ça aussi, ça fait partie vraiment des points importants qu'il faut embarquer dans son sac. Et donc, se souvenir aussi qu'il y a des personnes qui restent à la maison et qui sont en France à nous soutenir. Et c'est vrai que souvent, on pense beaucoup à nos proches. Donc, tout ça, c'est l'entraînement mental parce qu'à un moment donné, le physique va décrocher et le mental, il faut qu'il soit là. Et ça fait partie de l'entraînement. Hormis ça, bien sûr, avec un foncier, on va dire, moi je pense que partir au Marathon des Sables avec entre 50-80 km quand même par semaine, c'est quand même important. Il faut quand même avoir du foncier. Et puis ensuite, voilà, faire quand même un petit peu de côte, forcément, parce qu'il y en a. Savoir un petit peu courir dans le sable également. Mais c'est un mixte de tout ça. Et on sait très bien qu'en France, on n'a aucun désert, donc il va falloir faire avec, et donc c'est pour ça que le mental est plus important. Le doute, il est présent dès la phase de préparation. En tout cas, moi, je l'ai connu au tout début du cycle de préparation. Je m'attends à le revivre à mesure qu'on va toucher du doigt le départ. Comment l'appréhender au mieux? Est-ce que la première chose à faire, et j'ai le sentiment que c'est ce que tu as fait avec moi, c'est d'essayer de comprendre de quoi on a peur, en fait? C'est ça, qu'est-ce qui nous fait réellement peur dans cette épreuve? Ouais. Bien souvent, les personnes que j'entraîne vont me dire « mais moi j'ai peur de ne pas y arriver ». Bon, déjà, il faut désacraliser ce Marathon des Sables et se dire « mais c'est une épreuve qui se court par étapes et par jour. À chaque jour suffit sa peine ». Et dans l'étape, il y a des checkpoints. Et tous les 10 km environ, on a le checkpoint où on va prendre une bouteille d'eau. Donc il faut y aller checkpoint par checkpoint. C'est ce que j'aurais tendance à donner comme information et surtout comme conseil aux personnes qui m'écoutent, c'est de dire bon ben voilà, vous allez traverser le désert et foulée après foulée, checkpoint après checkpoint, et les jours vont se cumuler, et à la fin vous allez réaliser votre rêve. Mais avant toute chose, c'est déjà de se dire je ne dois pas avoir peur de courir le Marathon des Sables parce qu'on ne m'a pas forcé à le faire. On ne m'a pas mis le couteau sous la gorge pour le faire. C'est-à-dire que je le fais parce que j'ai envie de réaliser un rêve. Il faudra toujours s'accrocher à ça. Se dire, je suis contente d'être dans ce milieu. Et savoir pourquoi on est là, en fait. C'est ça, se redire pourquoi on est là. Pourquoi on est là. Parce qu'on l'a voulu, et penser aussi à ses proches. Laurence, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et vous souhaiter avec Lilian pour ce Marathon des Sables, pour cette édition? De vivre une belle aventure, mais de toute façon, je sais déjà qu'elle va être belle. De pouvoir vraiment profiter
de tous ces beaux paysages et moi, de continuer à transmettre à mon fils, à ma fille, le bonheur du partage à travers le sport. Ton plaisir, il est chaque année différent sur chaque nouvelle édition sur laquelle tu te présentes. Tu as des motivations qui sont différentes d'une année sur l'autre. Là, c'est une année qui sera très particulière, mais ça, tu viens chercher d'autres accomplissements à chaque fois. Bien sûr, il faut savoir prendre des virages et ces virages-là, quand on est athlète de haut niveau et que oui, je l'ai gagné 3 fois, oui, il y a eu des belles performances dans ma vie, mais il faut savoir pas tourner la page parce qu'on est toujours dans... Elle te constitue Elle aussi. me constitue aussi, mais par contre, se dire, transmettre aux personnes que j'entraîne, transmettre à mes enfants. Et moi, tant que je transmets, je reste toujours aussi jeune. Merci beaucoup, Laurence. J'ai hâte qu'on se retrouve. C'est très plaisant, l'idée de savoir que tu seras pas très loin et puis qu'on va vivre ensemble aussi cette aventure. C'est une grande chance. L'attente, pas très loin de la tienne, et je serai là pour voir ce que tu as fait chaque jour et chaque étape. On se donne rendez-vous sur le bivouac et puis moi là, je vous souhaite de profiter pleinement de cette grande expérience en famille avec les lions. Mais en tout cas, moi, je souhaite très bonne course et belle aventure avant tout à chaque coureur du Marathon des Sables. Merci, Laurence. C'est toujours le même plaisir de te retrouver, Meryl. Oui, bonsoir. Ça va ? Ça va très bien, merci. Meryl, donc pour les fidèles auditeurs du podcast, vous vous souvenez de lui, on avait suivi son Marathon des Sables l'année dernière, qui s'était soldé par une très belle 4e place en individuel, et première place dans ta catégorie d'âge. Oui, aussi. Place, et puis une belle perf avec l'équipe Groupama aussi. Oui, en podium, on avait fait deuxième. Voilà, un bon classement individuel, un bon classement en équipe. Une édition réussie. Pardon. Comment ça se profile cette année, la prépa, comme on est à un mois du rendez-vous? Est-ce que tu es content de ce que tu as pu faire jusqu'à maintenant? Tu es encore dans une phase très intense avec une charge importante, ou est-ce que progressivement tu commences à redescendre un tout petit peu la charge? Non, j'ai pas commencé à redescendre. Je suis encore en pleine charge avec beaucoup d'heures d'entraînement dans la semaine. Pas que de la course à pied, du vélo, du renforcement musculaire. Et puis oui, sur les 10 derniers jours, on va relâcher un peu pour laisser l'organisme se reposer et arriver frais sur la ligne de départ. Cette période-là d'affûtage, ces 10 derniers jours, c'est une période que tu vis bien, ou est-ce que c'est difficile pour toi? Est-ce que ça peut te créer une forme de doute? Je le vis plutôt bien, d'arrêter d'être focus sur quand est-ce que je vais pouvoir aller courir, où est-ce que je vais aller courir. Je maintiens une ou deux sorties tous les 2 jours. Et après, on dort mieux, on continue à manger. C'est ça, tu t'autorises aussi, tu te limites pas trop, en tout cas, tu crées pas trop de frustration compte tenu du fait qu'il y aura Non, c'est pas gérer, vraiment d'intérêt. Quand on fait un marathon, c'est vrai qu'on fait plus attention sur un effort de 2h30, 3h. Là, il faut être vraiment concentré sur cette phase avant, justement, pour arriver de manière optimale sur le départ. Là, la recharge glucidique, elle n'a pas forcément de sens parce que de toute façon, au bout de 2 heures de course, tout s'est vidé. On a beau recharger en course, ça suffit pas. Donc on a plus de liberté sur cette phase-là. Néanmoins, il faut quand même continuer à faire attention pour pas prendre trop de poids parce que ça reste quand même la clé sur ce type d'épreuve. Et arriver assez affûté sur le départ. Affûté mais pas trop frustré, en tout cas pas trop de manque, pas avoir créé de manque. Est-ce que tu peux nous parler de l'équipe Terre d'Aventure qui a un casting XXL cette année? Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de ce projet, comment c'est monté un peu l'équipe et puis qui la compose pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas cette année, effectivement, on a réussi à construire une belle équipe. En fait, c'était en 2021 à l'arrivée du Marathon des Sables. Donc c'était l'édition où il avait fait très très chaud, c'était au mois d'octobre. Et on s'était retrouvés, donc il y avait Mathieu Blanchard, il y avait Pierre Mesley qui était là, il y avait Geoffrey aussi qui était déjà présent sur cette édition. Et puis voyant qu'on était quand même 3 ou 4 dans les 15-20 premiers, je m'étais dit qu'il y avait matière quand même si on engageait ce groupe de coureurs du coup expérimentés,
sur une édition, ça pouvait faire quelque chose de sympa vis-à-vis de l'équipe marocaine qui est là depuis des années, qui a l'expérience et donc ça pouvait être une bonne opportunité pour aller les challenger. Et donc l'opportunité, voilà, elle s'est présentée cette année, voilà, avec donc Pierre Messelet, donc qui était donc lui, il est franco-britannique, il était là en 2019, il avait couru avec moi, il est un très bon coureur. Geoffrey Plisson, lui, ça va être sa 3e édition. 10e l'année dernière. 10e l'année dernière. Là, il est particulièrement bien entraîné. Il est entraîné par Laurence Klein, c'est pour vous dire qu'il sera prêt pour le Marathon des Sables. Ensuite, on a Eric Clavry. Eric Clavry, il a fait en 2016, il était 5e sur le Marathon des Sables, donc il a l'expérience de cette course. Il a fait pas mal de performances sur du 24 heures, sur du 100 km. Donc un coureur habitué au long, qui sait gérer son effort, qui a une très grosse expérience. Et puis Mathieu Blanchard, donc, qui était là en 2019, qui a eu des petits soucis de santé pendant la course, donc il n'était pas à 100% de ses capacités, mais il était quand même arrivé dans le top 10. Et puis on connaît ses derniers résultats sur l'UTMB. Là, il se prépare pour des courses aux États-Unis. Là, il est au Kenya, là, il est bien, il prépare sa Là, il est au la vitesse, la Kenya. chaleur. Voilà, il se sert aussi de cette course au Marathon des Sables pour s'habituer à la chaleur vis-à-vis des épreuves qui vont l'attendre sur le reste de la saison. Et donc, il va arriver en pleine forme. Et tous les 5, là, on sera je pense au top pour matcher avec avec nos amis marocains. Voilà. C'est l'objectif. J'imagine que vous avez mis en place une stratégie ultra confidentielle. Tu me la dévoiles contre combien de bouteilles de Dain Atlas, Meryl Je sais qui est pas. l'eau officielle du Marathon des Sables. Non, je ne veux pas savoir. Non, On découvrira. On va se la construire. On va se la construire au fil des jours, hein, parce que même si on monte un plan à l'avance, dès les premiers kilomètres, il va se passer peut-être voilà, c'est difficile d'organiser ça. On n'a pas vraiment défini de grosses stratégies. On a les grandes lignes, mais pas quelque chose de très précis. L'objectif collectif, il surplombe l'objectif individuel, là où chacun va un peu faire coexister les deux, puisque sa performance individuelle sert au mieux la réussite collective. C'est exactement comme tu viens de le dire. Néanmoins, on est quand même dans ce focus sur le collectif, même si je sais que voilà, il y a quelques coureurs qui ont des velléités pour faire un classement individuel. Hein. Ils en ont la possibilité et j'espère pour eux que ça marchera. Mais en tout cas, s'ils y arrivent, ce sera forcément bénéfique aussi pour l'équipe. Voilà. Donc, pour ma part, moi, je vais essayer de faire le tir groupé avec eux à l'avant de la course, mais voilà, moi j'ai pas de prétention d'être à l'avant de la course, mais au moins voilà, je vais essayer d'assurer le classement, sachant que c'est les 5, les temps de tous les coureurs qui sont pris en compte, hein, donc c'est une moyenne, c'est ça, de l'ensemble? C'est une moyenne. C'est des équipes de 3, de 4, de 5, 16. Voilà, on peut être autant de coureurs qu'on souhaite sur une équipe, au moins 3. Mais en tout cas, tous les temps sont comptabilisés, donc tout le monde doit être là à l'arrivée et dans la meilleure place pour assurer un bon classement. Comme le dit le très célèbre adage, jamais 6 sans 7. Tes motivations pour y retourner cette année, est-ce qu'elles sont à chaque fois différentes? Est-ce que c'est les mêmes fondamentaux? Est-ce que à chaque fois tu as une raison un peu particulière de retourner vers le Marathon des Sables? Oui, chaque année, il y a je sais que voilà, on va avoir plein d'émotions différentes. Sur cette course, le parcours va être différent, les conditions météo seront différentes et c'est vrai qu'on a chaque fois moi j'ai chaque fois des challenges différents sur ces éditions. Donc là on vient de parler de l'équipe Terre d'Aventure. Forcément ce sera un objectif majeur de cette édition. Et puis moi j'ai aussi mon fiston qui sera présent au départ. Donc grande première pour lui et pour moi aussi, hein, de partager une course, parce que je crois qu'on n'a jamais pris un dossard ensemble sur une course. Lui débute dans la course à pied. C'est ton idée ou c'est la sienne? Dis-moi la vérité. Je crois que c'est mon idée. J'ai un détecteur de mensonges. Mais voilà, il a été enthousiaste dès les premiers instants. Donc voilà, il sera au départ avec moi. Bon alors. Je le suivrai pas pendant l'épreuve parce que je vais essayer d'être avec les coureurs devant, donc forcément on vivra une course différente, mais on se retrouvera le soir au bivouac et
Et voilà, donc je pense qu'on va vivre une expérience exceptionnelle. Et donc cette édition sera bien unique pour moi et pour lui. Est-ce qu'on apprend toujours d'une édition avec, toi, compte tenu de l'expérience que tu connais, est-ce que tu as le sentiment d'avoir déjà découvert un panel assez exhaustif de situations qu'on peut vivre ou il y a quand même une part toujours d'imprévu nécessairement? Je commence à connaître un peu le truc quand même. T'as pas eu les orages, t'as eu des pluies ou des pluies, précipitations on a eu un peu marquées? des vents de sable, des grosses chaleurs, T'as eu des scorpions, des serpents, t'as eu ça, non? Ah non, ça j'ai jamais eu les bestioles Petite nouveauté peut-être cette qui année? grattent là, Je non, te le j'ai souhaite pas. jamais eu ça. Non, pas de grande surprise. Après voilà, faut toujours être vigilant sur. C'est vrai qu'au bout de plusieurs éditions, j'ai tendance un peu à. Voilà, tu vois, par exemple, là, on est à un mois, j'ai rien préparé. Que ce soit la nourriture, les guêtres, le sac, tout est encore au fond du carton. Je me dis, des fois, je me lève dans la nuit, je dis, voilà, putain, il reste 3, 4, 5 semaines. Ah ouais, là, il faudrait que je m'en occupe. Donc voilà, faut pas non plus trop négliger cette préparation qui est quand même assez méticuleuse hein, sur. Voilà, et optimiser tous les petits paramètres, sachant que voilà, chaque dizaine de grammes, chaque centaine de grammes, c'est un peu de la nourriture aussi que, que tu prends pas. Donc voilà, bon, après, on en apprend toujours un peu sur chaque édition et on arrive toujours à optimiser 2-3 petits trucs et à compenser voilà, l'âge qui avance et forcément la performance qui va avec, quoi. On a beaucoup échangé ensemble, notamment sur le Marathon des Sables, sur un format qui est relativement proche, qui est le Grand to Grand aux États-Unis. C'est quoi les autres courses sur lesquelles toi tu prends du plaisir? Est-ce que tu as d'autres formats? On te connaît beaucoup pour ces courses à étapes au long cours. Est-ce qu'il y a d'autres formats sur lesquels tu t'amuses? Oui, alors je participe assez peu, je prends assez peu de dossards dans l'année parce que pour moi c'est beaucoup d'engagement en préparation et beaucoup de stress. Et du stress, j'en ai déjà par ailleurs, donc voilà. Ça n'est pas la peine d'en rajouter. Pas la peine d'en rajouter. Cette pub, mais le format 160, voilà, j'en ai fait 2. J'ai fait l'UTMB qui s'était pas très très bien passé avec des problèmes un peu gastriques sur la deuxième moitié, hein, pas que la fin de course. L'année dernière, j'étais avec Denis Claire sur la Zinzin. Un très beau parcours dans les Cévennes. Là, j'attends le tirage au sort pour la diagonale. Ouais, donc oui, j'aime bien ce format un peu long là où on n'a pas besoin de trop s'engager dans la vitesse. Voilà, c'est un peu le profil de distance dans laquelle je vais m'engager là, maintenant, quoi. Je vais prendre moi le départ pour la première fois cette année, donc de l'intégralité du Marathon des Sables. Et oui, c'est un peu de ta faute. Mais oui, je me rappelle très bien de cette première interview là sur l'année dernière où tu avais fait la première étape et je t'avais dit attention. Ouais, l'année d'après, généralement on empile. Tu t'étais pas trompé. Et ouais, voilà. Donc c'est bien. Ça veut dire que t'as vécu l'aventure un peu à côté l'année dernière et là tu vas rentrer dedans et ça... Je suis très très impatient. Ouais. Est-ce que tu aurais un ou deux conseils pour moi qui vais découvrir la course? Qu'est-ce qu'il faut que j'arrive à faire, les choses sur lesquelles il faut que je sois peut-être vigilant? Ouais, c'est quoi les pièges à éviter peut-être? Peut-être un peu tard là, on est à un mois, mais je m'imagine que tu t'es préparé correctement physiquement et c'est ça le plus important, c'est d'arriver à faire l'épreuve sans souffrir et à profiter de tout ce qui se passe autour. Voilà, donc le conseil c'est celui que donne Patrick Bauer à chaque départ, hein, c'est la course est longue, il y a beaucoup de kilomètres, pas partir trop vite, et voilà, gestion et bien sûr l'hydratation. L'hydratation c'est un point clé, de boire par petites quantités très régulièrement, de respecter le protocole là, de prise de sodium pour parce que les températures sont très chaudes, l'hygrométrie est très faible et la déshydratation guette à tous les checkpoints. Merci pour tes conseils, Meryl. Qu'est-ce qu'on peut, toi, te souhaiter dans ce projet à la fois individuel, collectif avec Terre d'Aventure et puis aussi familial et affectif? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette édition-là? Ce serait quoi le plus beau Marathon des Sables pour toi cette année? Moi, cette année, ce serait de franchir la ligne avec mon fils et qu'il ait sa médaille. Ouais. Voilà. Je te donne rendez-vous sur la ligne d'arrivée et je suis sûr et je vous souhaite que ce se produise. Très bien.
Je te retendrai le micro à ce moment-là dans ce cas-là avec, Ouais, avec ton fils. pas de souci. Il aura, je pense, s'il arrive au bout, ce que j'espère, il aura aussi beaucoup d'émotions. Quel Parce âge qu'il il a ton il fils? le voit, il a 22 ans. Et c'est vrai qu'il vit un peu le MDS depuis 10 ans, voilà, via les petits reportages. Et il me suit un peu le petit point bleu là, de la balise spot sur le site. Mais, donc là, il va rentrer dans le concret. Il va voir un peu ce que j'ai vécu un peu pendant 10 ans. Là, et voilà, je pense que ça va le marquer pour une partie de sa vie. Son moment est arrivé. Ouais, très bien. Merci beaucoup, Ben, Meryl. merci beaucoup. Bon Guillaume, MDS et à toi. à très bientôt. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.